ravie d'accueillir pour introduire cet après-midi au cours de laquelle nous allons parler à la fois d'économie collaborative mais aussi de finances responsables et solidaires, Monsieur Jean Dédier qui est directeur d'Emmaüs Connect et qui va vous expliquer en quoi le numérique peut être facteur d'inclusion. Monsieur Dédier, je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Économie, on va dire Smart City et partage. Quelques mots effectivement pour introduire ce sujet. Alors on parle aujourd'hui d'intégration de réseaux, on parle de corrélation, de management de données hétérogènes, on parle d'applications auto-apprenantes. En résumé, jamais nos technologies n'ont eu des capacités de communication aussi élaborées, aussi précises, et nos systèmes des capacités d'intégration. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il des hommes et qu'en est-il des Français? Aujourd'hui, un Français sur 5 se déclare en pénibilité dans ses usages numériques au quotidien. Autrement dit, un Français sur 5 est plutôt mal parti pour intégrer la ville intelligente qui se développe sur des interactions dématérialisées. La question c'est, nos smart cities vont-elles devenir un territoire d'intégration et de partage ou un environnement excluant pour les personnes âgées, pour nos concitoyens à faible revenu, pour lesquels l'investissement dans les biens et services numériques est une barrière difficile à franchir, et pour les sans diplômés qui n'ont souvent pas la compétence requise pour maîtriser la technologie, ou tout simplement les concepts, ou même le glossaire qui se cache dans ces applications qui aujourd'hui constituent le canal privilégié pour accéder aux biens et services indispensables. De ce point de vue-là, l'année 2016 marque un tournant dans la politique, on va dire, de digital de notre État et de nos services. En 2016 notamment, l'inscription à Pôle emploi est devenue un parcours 100% dématérialisé. La dernière allocation lancée par les caisses d'allocation familiale, la prime d'activité, est aussi un parcours 100% dématérialisé. Et on s'est rendu compte, à l'occasion du déploiement de ces services, que la France et les Français n'étaient vraiment pas prêts. Et que dire des personnes ayant des handicaps lourds ou des personnes en grande précarité. Alors pour répondre à cette question de cette société inclusive, il faut avoir en tête les 3 obstacles clés qui freinent l'autonomie numérique des publics. Le premier, c'est que ce sujet est à la fois la responsabilité de tous et la responsabilité de personne. L'opérateur, une CAF ou un pôle emploi, l'opérateur social, qui dématérialise, a une responsabilité sur l'accessibilité de son service. Mais on ne peut pas dire qu'il a la responsabilité de l'autonomie numérique de tous les Français. Une école qui décide de dématérialiser l'interaction entre les parents et sa structure a elle aussi une responsabilité sur l'accessibilité de son information, mais pas sur l'autonomie numérique de tous les parents. Et même l'éducation nationale, quelque part, n'a une responsabilité que sur les gens qui sont dans les parcours qu'elle dirige. Le constat, c'est quoi? C'est que l'ensemble de cet univers se met en marche, c'est-à-dire qu'on va trouver un certain nombre d'initiatives qui vont venir accompagner ces politiques de dématérialisation, mais en aucun cas, les dispositifs qui sont mis en place sont à l'échelle du problème que l'on rencontre ou que les Français peuvent rencontrer. On peut aussi constater un déficit de politique nationale. Combien même on sort d'une loi sur le numérique qui a fait des premiers pas, on va dire, pour une société plus inclusive, on constate concrètement qu'aujourd'hui, s'il était investi 32 milliards d'euros dans un plan très haut TI, ce qui est merveilleusement bien, il n'y a que quelques centaines de milliers d'euros qui sont consacrés à l'accompagnement aux usages à l'intérieur de l'agence du numérique. Deuxième sujet, c'est le réseau d'accompagnants. Ce réseau d'accompagnement, il est en manque et il doit être reconfiguré. Premier réseau d'accompagnants, c'est le monde de l'action sociale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de l'action sociale vit et s'est développé sur la relation et c'est la culture du face-à-face. Et on comprend bien volontiers que le numérique doit être mis en place avec un certain nombre de précautions. Néanmoins, on constate que ce secteur n'a absolument pas opéré aujourd'hui sa transition numérique et qu'elle est elle-même en mal, du coup, je dirais, à amener une information, à amener un développement pour des publics qui seraient en fragilité. Ensuite, vous avez les acteurs de la médiation numérique.
Ces acteurs historiques sont sur des parcours de formation au numérique, mais n'ont très souvent pas la culture sociale ou la culture des applications métiers qu'il faudrait mettre en main des publics. Et donc, au-delà de cette compétence numérique, se pose une vraie problématique de compétences métiers. Troisième obstacle, ce sont des services numériques qui sont conçus bien souvent par des gens du marketing qui n'ont que peu de connaissances des publics fragiles et qui doivent faire face avec une seule interface et un seul message à un public extrêmement divers qui met à mal les plus fragiles d'entre nous et notamment ceux pour lesquels simplement le vocabulaire qui est utilisé, quand il est transmis sans information, sans relation, pose d'énormes problèmes. Alors face à cette situation, quelle solution? La première chose, c'est que l'accompagnement aux usages numériques ou le développement des compétences numériques est un sujet qui doit être un sujet politique. Fixer des règles d'accessibilité, définir des moyens à mettre en œuvre pour que chacun d'entre nous puisse continuer à accéder à ses droits nécessite un engagement politique plus fort. C'est vrai au niveau national, mais c'est vrai aussi sur les territoires, où par exemple, à l'échelle des départements, l'action sociale et les grands opérateurs sociaux doivent s'entendre et mutualiser leurs moyens alors qu'ils touchent le même public et qu'aujourd'hui, ils portent des initiatives qui sont séparées. Deuxième solution à mettre en place, c'est former massivement l'action sociale. Il n'y aura pas de transition numérique des publics fragiles s'il n'y a pas de transition numérique de notre secteur social. Et les études qui sortent sur ce sujet-là démontrent que très peu aujourd'hui de nos acteurs sociaux sont à la page du numérique et sont mis à mal face aux demandes d'accompagnement massif qui s'opèrent dans les guichets qui sont submergés par des demandes d'accompagnement et qui posent même parfois des problèmes extrêmement importants, car pour les plus défavorisés ou pour les publics les plus éloignés, il faut faire avec ou à la place d'eux, ce qui pose des problèmes éthiques majeurs, puisque vous êtes en possession potentiellement de données personnelles, de données bancaires, pour lesquelles il n'y a pas de règles établies. Ensuite, il faut développer un réseau de proximité avec des acteurs qui aujourd'hui opèrent un accompagnement, mais pas sur le sujet numérique. Vu la masse de personnes qu'il faut accompagner, c'est en bas de l'immeuble que ça doit se passer. C'est un service de proximité qu'il faut mettre en œuvre avec des associations de quartier et aussi le développement d'un bénévolat massif. On a eu l'occasion de tester le bénévolat autour du numérique et le constat est assez simple. Tous les gens qui sont autonomes sur le numérique sont déjà bien souvent des aidants dans leur circuit familial. C'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts, quelque part. Ça ne nécessite pas un engagement répétitif qui est le premier sujet difficile dans la gestion du bénévolat. Là, ils sont toujours prêts, ils peuvent venir une fois et ils sont immédiatement récompensés. Je dirais en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes, ils peuvent aider grandement des gens et avoir un retour sur leur propre engagement. En conclusion, j'aimerais vous dire que le numérique représente 3 enjeux clés. Le premier, c'est un enjeu social. Le numérique, c'est une opportunité unique de booster l'insertion socio-professionnelle des personnes en fragilité. Ensuite, le numérique, c'est un enjeu économique. Et les Britanniques, quand ils ont lancé leur stratégie d'inclusion numérique, ont fait une étude économique sur l'impact. Ils avaient 13 millions de personnes en dehors du numérique. S'ils les formaient au numérique, ils pouvaient accélérer leur politique de digitalisation et faire sur 5 ans 80 milliards de pounds d'économie. Et ensuite, avec les nouvelles capacités de ces personnes, ça pouvait générer un gain de PIB de 80 milliards de pounds également. Donc on voit bien que développer la compétence numérique de nos concitoyens est un excellent investissement. Enfin, derrière la compétence numérique se cache un enjeu républicain, puisqu'au-dessus de nos lois, il y a l'égalité et l'égalité face à nos droits, et que face à la politique de dématérialisation aujourd'hui de nos services publics, on ne peut pas mettre en situation d'exclusion nos concitoyens sur des choses aussi importantes que de pouvoir aujourd'hui accéder à des allocations, mais aussi demain être en interaction dans un environnement politique où l'interaction va passer par le numérique. Et aujourd'hui, déjà, bon nombre de produits ou bon nombre de décisions politiques sont très largement orientées par des interactions qui ont lieu dans des blogs ou dans des environnements dématérialisés dans lesquels ne sont absolument pas représentés les publics fragiles.
Pour conclure, j'aimerais partager avec vous et avoir votre soutien pour que demain, la Smart City soit une Smart City inclusive et qu'on puisse partager l'idée qu'il n'y aura pas, on va dire, de Smart City ou de ville intelligente durable avec le niveau d'exclusion qu'elle peut aujourd'hui mettre en place. Voilà, je vous remercie.